Bienvenue à la BNP Paribas. Votre compte est actuellement bloqué suite aux ordres de la BCE, du FMI et de l'Eurogroupe. Afin de renflouer les marchés financiers, votre participation ne dépassera pas 6% des avoirs en dessous de 100 000 euros. La BNP Paribas vous remercie de votre visite. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bienvenue à la BNP Paribas. Bienvenue à la Bienvenue. Au revoir, Monsieur Ledoux. Au revoir. Monsieur Ledoux, oui. Monsieur Ledoux, vous pourrez penser à essayer de faire des petits exercices de rédaction d'articles de la Constitution. Hein? Oui, la Constitution. On en a parlé, hein? Oui, vous pouvez vous concentrer sur le problème des énergies renouvelables. Oui, bien sûr, oui, puisque c'est votre domaine, hein? Oui, merci. Au revoir. Alors, 15h, Monsieur Dubuffet. C'est pas un peintre, ça? Monsieur Dubuffet. Bonjour docteur. Bonjour, bienvenue. Entrez, installez-vous, je vous en prie. Alors, Monsieur Dubuffet, est-ce que vous avez votre recommandation du docteur Manin, c'est ça? Merci. Alors, cher confrère, j'ai vu Monsieur Dubuffet, qui... je vous prie d'agréer. Quel âge vous avez? 54 ans, un quart. Je suis né en 1958 avec la 5e République. Le fameux coup d'État du général de Gaulle, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis peintre, mais c'est pas facile actuellement. Bien, Monsieur Dubuffet, pour commencer, je voudrais simplement vous entendre me le dire. Allez. Dire quoi, docteur? Eh bien, votre pathologie, vous souffrez. Oui. Hein? Oui. Oui. Et vous avez mal où? J'ai mal à la... Allez. Alors, c'est jamais facile la première fois. Hein? J'ai mal à la... Oui, vous avez mal où, Monsieur Dubuffet? J'ai mal à la... Vous avez mal à la... Allez. Vous avez mal à la... À la... Démocratie. Merci. Bravo. Alors, ça tombe très bien. Je suis un spécialiste de cette question, Monsieur Dubuffet. Docteur Castoriadis. Je suis psychanalyste. Je suis aussi philosophe. Je vais vous examiner. Hein? Détendez-vous. Respirez profondément. Bouche ouverte? Oui, bouche ouverte. Toussez. Plus fort. C'est dans l'unité centrale, hein? Là, Monsieur Dubuffet, ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Un peu les deux, docteur. C'est bien ce qui me semblait. Rhabillez-vous. Monsieur Dubuffet, vous êtes également venu avec vos radios du cerveau? Bien. On va regarder tout ça. Hein? Alors. Ouais. Très bien, ouais. Ouh là là. C'est grave, docteur. Je vais vous expliquer. Vous voyez bien la radiographie, là, Monsieur Dubuffet? C'est votre boîte crânienne, ça. Ça serait étonnant s'il s'agissait d'autre chose, non? Votre boîte crânienne, là, le cortex occipital, la zone préfrontale, la zone du langage, juste derrière. Hein? Et alors, ce qui nous intéresse, Monsieur Dubuffet, regardez bien, c'est cette espèce de grosse masse sombre, là, à droite, là, divisée en 3 parties. On a tout d'abord le temps de cerveau disponible. Hein? Le temps de cerveau disponible? C'est là où se logent toutes vos représentations mentales, Monsieur Dubuffet. Qui est située juste à côté de la zone dévolue à la télévision, aux médias. Hein? Elle-même embutée sur la zone qui correspond à l'ouverture du frigidaire. Hein? Ah bon? C'est là le frigo? C'est une zone également étendue chez vous, hein? On peut voir. Alors, regardez. Tout ça appuie fortement sur cette petite patte qui est là, minuscule.
Et ça, monsieur Dubuffet, qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Ça, monsieur Dubuffet, c'est la glande de la démocratie. Hein? La glande démocratique, comme on l'appelle. C'est elle qui permet d'adopter en société un comportement démocratique. La glande de la démocratie. Et alors, normalement, on a une sorte de spirale, hein, un escargot qui est beaucoup plus épais, qui prend beaucoup plus de place. Hein. Mais là, regardez, on a une toute petite patte ridicule. Il faut intervenir rapidement, là. Hein. C'est tout noir. C'est même en train de se nécroser, monsieur Dubuffet. Et je vous dis, c'est cette partie-là, qui appuie dessus. Votre glande est totalement atrophiée. Ouais. Là, monsieur Dubuffet, précisément là, est la cause de vos souffrances. La glande de la démocratie. Rassurez-vous, on va vous prendre en charge. Hein. Rassurez-vous. Ça se soigne, docteur. Oui. Vous savez, cette pathologie est très fréquente en ce moment. Hein. On a un taux de morbidité civique exceptionnellement élevé, hein, surtout depuis le début du mois d'avril. Alors, c'est pourquoi, monsieur Dubuffet, nous avons mis au point une cure en 6 points que je vais vous présenter maintenant. Ça se soigne, docteur. Oui. Rassurez-vous. Hein. Rien à voir avec une maladie orpheline hein, ou autre. J'avais refait un petit calcul ce matin. On en est à 95% de taux de guérison. Alors, monsieur Dubuffet, vous voyez que nous allons d'abord nous intéresser à vos symptômes, hein, qui sont violents, je présume. Vous n'êtes pas bien, vous êtes irrité, vous êtes irritable. Ah oui. Vous faites des cauchemars? Ah oui, j'ai énormément de cauchemars. J'ai des angoisses récurrentes, hein, toutes les nuits. Hein. Voilà, je vois, hier, j'ai rêvé que j'étais à la pharmacie. Oui, monsieur Dubuffet. Oui. Si vous le voulez bien, je vais d'abord vous expliquer hein, les 6 points de la cure, hein, et ensuite vous allez me raconter ces choses-là qui vous angoissent terriblement, hein, et qui sont, ça je vous le dis tout de suite, la caractéristique de votre impuissance. Mon impuissance? Politique. Hein, votre impuissance politique. Mon impuissance politique. Vous ne pouvez pas agir, et ça vous énerve, ça vous angoisse. Alors ça c'est sûr, ça m'énerve. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux, monsieur Dubuffet, l'impuissance politique. Mais vous allez nous en parler, vous allez nous raconter tout ça. Alors, avant toute chose, il faut absolument, monsieur Dubuffet, que je vous explique la méthode qui est la mienne. Hein. La mienne, à vrai dire, elle me vient du médecin le plus célèbre de l'histoire. Docteur Kouchner? Non, là, je vais vous parler d'un vieux maître, hein, le docteur Hippocrate. Hippocrate, un des pères les plus fameux de la médecine contemporaine, qui vivait en Grèce antique, il y a 2500 ans, pendant le siècle de Périclès. Hippocrate, c'est pas celui qui faisait des sermons? Le serment d'Hippocrate. Ah oui, hein. le serment. Et nous parlons du même. Hein. Bon, monsieur Dubuffet, Hippocrate n'était pas seulement médecin, il était aussi philosophe. Hein. Et sa grande découverte, celle qu'il nous a transmise, était le principe lumineux suivant. Écoutez bien, il faut chercher la cause des causes. La cause des causes. Oui. Quand on a un problème, monsieur Dubuffet, quand on a un mal à soigner, Hippocrate disait « Ne vous en prenez pas aux conséquences, vous ne réglerez jamais le problème. » Logique. Ne vous en prenez même pas aux causes. Ah bon? Non. Il faut chercher la cause qui serait déterminante. Déterminant? Ouais. Celle qui détermine toutes les autres. Et c'est celle-là qu'il nous faut. Il cause bien. La cause des causes. C'est ce que nous cherchons tous ensemble. Dans quelques instants, monsieur Dubuffet va nous raconter ses symptômes, hein, des choses qui le font souffrir atrocement, des choses qui doivent être exprimées. Hein. Mais il faudrait bien comprendre qu'il s'agit là uniquement de conséquences, et qu'il y aurait potentiellement une cause commune à toutes ces injustices sociales. Il va donc nous falloir être radical, ce qui correspond uniquement au fait de prendre les choses par le bon bout, par la racine. Monsieur Dubuffet, ensuite, nous allons nous poser la question plus largement pour notre pays. La France est-elle une démocratie? Ah bah oui, la France est une démocratie, tout le monde le dit. Nous allons vérifier ça ensemble. Hein. D'accord. Ça va nous amener au problème des élections. Hein. Parce que vous savez, monsieur Dubuffet, que les élections, c'est... Ah, les élections, c'est le suffrage universel. Et le suffrage universel, c'est... Oui. Ah, la démocratie. Bien entendu. Bien entendu. Ben oui, vous l'avez appris à l'école. Puis vous l'avez entendu, réentendu tous les jours, à la télé, à la radio. Oui, Hein. et dans les journaux. Bien entendu. Nous allons voir que cette idée est totalement fausse. Fausse? Vous êtes sûr?
Les élections faisant partie des règles du pouvoir, nous allons ensuite nous intéresser au texte qui définit ces règles. Hein. Nous allons donc aborder le sujet crucial de... Le sujet crucial de quoi? De la Constitution. La Constitution. Hein? Parce que vous savez, monsieur Dubuffet, quand même, pour être en bonne santé, c'est important d'avoir une bonne... La Constitution. Bon, très bien. Alors, nous allons voir que pour être en bonne santé, ben, nous pourrions écrire une nouvelle constitution. Pourquoi une nouvelle Constitution? Pour être en bonne santé, pour nous protéger des abus de pouvoir, pour être en véritable démocratie. Nous sommes en démocratie. Ça va nous amener à la conclusion, qui sera donc de nous demander, mais alors, qui peut et qui doit écrire une nouvelle constitution? Qui veut quoi? Elle est bonne, ma Constitution, on ne peut pas la changer. Plaisantez. Plaisantez, monsieur Dubuffet. Elle est bonne, votre constitution. Bonapartiste, qui date déjà de 1958 maintenant, elle est bonne. Et vous vous souvenez de l'état de votre glande démocratique tout à l'heure? Catastrophique. Hein? Un petit bout de réglisse de rien du tout, qui aura bientôt totalement disparu si on ne fait rien. Ma glande, un petit bout de réglisse. Oui. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que seulement vous la connaissez, cette constitution d'ailleurs? Hein? Cette constitution qui donne des pouvoirs exorbitants à un seul homme. Cette constitution, c'est comique, hein, en 2008, pour son anniversaire, joyeux anniversaire, son 50e anniversaire, a connu une des plus graves crises économiques de toute l'histoire de l'humanité. De l'histoire de l'humanité. Oui, on doit la changer, monsieur Dubuffet. D'accord, docteur, d'accord. Voilà donc les 6 points que nous allons aborder ensemble. Alors démarrons sans plus tarder sur vos symptômes, monsieur Dubuffet. Hein? Essayez de vous détendre un petit peu. Hein? Il faut respirer par le ventre. Hein? Alors, dites-moi, vous avez été victime d'abus? D'abus? D'abus de pouvoir? D'abus de pouvoir? Je sais pas. Tout à l'heure, vous me parliez de cauchemar. Hein? Pharmacie? Ah bah oui, oui, oui. Oh, la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar atroce. J'étais à la pharmacie pour acheter 6 boîtes de Maxiton et 4 boîtes de Temesta. Non, parce que je fais de la dépression saisonnière. Mais alors, toute l'année. Et au moment où je sors ma carte vitale, le pharmacien me dit que c'est à ma charge. Parce que la sécurité sociale ne rembourse plus. Bien. Continuez. Et alors, je lui dis de regarder ma mutuelle. Et il me dit que j'ai pris la formule low cost. Et que c'est à ma charge aussi parce que la mutuelle rembourse uniquement la pilule 3e génération. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être victime d'un abus de pouvoir? Je sais pas, hein, peut-être un abus des labos pharmaceutiques. Hein. Non, parce que moi je l'ai payé ma mutuelle low cost. Hein. Je l'ai payé. Bien. Est-ce que vous pourriez, sans transition, là, essayer de revivre un deuxième cauchemar, un autre cauchemar? Je sais pas, Ah oui, oui, je me souviens. J'étais dans la rue, il y avait une très grande banderole sur laquelle était inscrit « Non au traité européen ». Et on était des millions dans la rue à hurler « Non au traité européen ». Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ensuite, je sais plus bien, c'est bizarre. Je me suis retrouvé au château de Versailles, dans la galerie des glaces, et il y avait un garde suisse, avec un habit de pyjama, avec un porte-voix qui annonçait « Le traité de Lisbonne a été signé, le traité de Lisbonne a été ratifié. » Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était pas juste. Ils avaient commis une injustice. Parce que moi, je n'ai pas signé le traité. Il. Mais qui ça, il? Les élus qui avaient voté le traité. Parce que moi je n'ai pas voté le traité. Bien. Vous l'avez vécu comme un abus de pouvoir? Ah oui, un abus de pouvoir. Oui, on a été trompé, on a été volé, hein, parce qu'en 2005, le peuple a voté à 55% non au traité, et en 98, 96% des députés ont voté oui au traité de Lisbonne. Bien, très bien, monsieur Dubuffet.
On progresse, c'est bien, on avance. Tant mieux. Alors, eh bien, est-ce qu'on pourrait tenter le tout pour le tout avec un troisième souvenir, avec un autre exemple d'un moment où vous vous êtes senti tout aussi impuissant, politiquement, Ah, sur la dette. sur la dette. Ah oui, alors, c'est un cauchemar. Cauchemar horrible, horrible. Je suis en train de lire ma déclaration d'impôt et je découvre, en lisant cette déclaration, que le poste numéro 1 de mes impôts part pour rembourser uniquement les intérêts de la dette. Alors j'ouvre la radio et j'entends que c'est une dette qu'on ne doit pas, la dette des banques comme à Chypre ou en Grèce. Une dette illégitime. Allez-y, hein. Allez-y. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Alors allez-y, là, parlez-moi là, de cette dette. C'est pour la cure. Oui, c'est pour la cure. Si c'est pour la cure. Alors j'ai un flashback et je me suis retrouvé au siècle dernier, en 1973, à l'Assemblée nationale. J'étais en compagnie du président Pompidou et de Giscard d'Estaing, le ministre des Finances. Et ils votaient une loi qui disait que... Vraiment, faut que je vous raconte tout ça, c'est sûr. Oui, c'est pour la cure. Si c'est pour la cure. Ils votaient une loi qui disait que ce serait plus la Banque de France qui prêterait, qui ferait la création monétaire, mais que désormais ce seraient les banques privées qui la feraient la création monétaire. Et tous les élus applaudissaient debout. C'est intéressant le sujet de la monnaie pour nous, hein. Mais je voulais vous demander, dans votre cauchemar là, est-ce qu'il y avait un garde suisse en pyjama? Oui? Mais comment vous le savez? Ah bah oui, il y avait un garde suisse en pyjama qui expliquait que la création monétaire, c'était pas les billets et les pièces, le liquide, non, ça c'est à peine 10%. Non, la création monétaire, c'était des écritures comptables, le crédit, quand on fait un emprunt à la banque. Et dans mon cauchemar, la banque, elle prêtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Et alors, ils construisaient des ronds-points. On retrouve encore ce monsieur Dubuffet, hein. Oui, les députés, les élus, ils construisaient des ronds-points, plein de ronds-points. Il y en avait pour 30 millions d'euros. Et ils étaient obligés d'emprunter aux banques privées, à Dexia, qui évidemment demandait des intérêts. Et les intérêts augmentaient sans cesse. Et alors, Giscard se retournait vers moi et me demandait de rembourser les intérêts de la dette. À moi. Il y en avait pour 1800 milliards. Et moi, je ne les avais pas. Et donc, vous l'avez vécu comme une injustice. Moi, je croyais que c'était l'État qui créait la monnaie, que les prêts étaient à 0%, prêtés par une banque publique. Hein. Bon, moi, je ne les ai pas, les 1800 milliards, docteur. Hein. Faut l'annuler, la dette. Hein. La preuve. Les sportifs, les grands artistes, ils peuvent pas. Les ministres, les patrons du CAC 40, ils sont obligés de partir en Suisse, à Singapour, aux îles Caïmans. Dans les paradis fiscaux? Oui, dans les paradis fiscaux. Parce qu'ils ne peuvent pas la payer, la dette. C'est trop cher. C'est trop cher, oui. Oui, c'est trop cher. Moi, j'ai essayé, avec mon découvert bancaire, je l'ai envoyé au Luxembourg. Ils n'en ont pas voulu. Vous voyez, j'ai invité M. Dubuffet à se confier, hein, à essayer de revivre des cauchemars, à essayer de revivre ses propres angoisses. Vous voyez que le pauvre ne peut que faire le constat de son impuissance politique la plus totale. Alors je réfléchis, je me dis que peut-être que vous aussi, hein, dans vos vies, dans vos villes, vous faites ce genre de constat. Hein. Vous avez aussi ce genre d'angoisse. Vous faites vous aussi ce que j'appelle des EPCIP. Les EPCIP, c'est des exercices de prise de conscience de votre impuissance politique. Hein. Des EPCIP LPT, la plus totale. En fait, ça vous évoque des choses? Alors continuons. Faut pas payer, docteur, c'est trop cher. Hein. Je peux pas payer, je sais pas les 1800 milliards. Faut pas payer. C'est Dario Fo qui l'a dit. Il a eu le prix Nobel. Monsieur Dubuffet, j'ai une excellente nouvelle. Oui, la dette est annulée. Je plaisante. Non, en revanche, pour
Pour vous, j'ai une bonne nouvelle. Nous venons d'atteindre un objectif tout à fait essentiel dans le cadre de la cure. Lequel? Faire le constat de votre impuissance politique la plus totale. Moi, je dois constater mon impuissance politique. Mais moi, je fais pas de politique, c'est pas à moi de m'occuper de ça. Il y a des professionnels pour ça. Ils s'y connaissent. Bien. Essayez, si vous le pouvez, maintenant de vous calmer un petit peu. Vous voulez boire quelque chose? Non. Hein? Du rouge? Non. Côte-du-Rhône, Bordeaux? Non? Café, cappuccino? Non. Whisky? Un verre d'eau. Un verre. Un verre d'eau. Merci. Docteur, c'est pas du Veolia? Non, on est à Chambéry. Elle est en régie publique, l'eau, à Chambéry. En espérant que ça dure. Ça va? Ça va aller? Pas vraiment. Non, c'est pas encore non, ça. c'est pas encore ça. Bon. Eh bien, continuons, monsieur Dubuffet. Hein, et entamons le deuxième point, qui est, je vous le rappelle, de vous décentrer et de se poser la question, eh bien, pour l'ensemble de notre pays, la France est-elle une démocratie? Ah oui, la France est une démocratie, tout le monde le sait. Bien. Alors, vous savez que nous sommes dans un régime représentatif, hein? D'accord? Nous avons des magistrats élus qui sont nos représentants. Hein? Est-ce que vous votez, monsieur Dubuffet? Ah bah si je bien sûr que je vote. Vous pensez que c'est important? Ah bah, c'est important, c'est un devoir citoyen. Hein? Alors je voulais vous demander, quand vous votez, ça dure combien de temps, en règle générale? Quand on vote, ça dure, je sais pas, pour les municipales, c'est tous les 6 ans. 6 ans, oui. Pour les présidentielles, ah bah ça a changé. Tous les 5 ans Oui, c'est maintenant. tous les 5 ans. Pour le conseil général, c'est vrai qu'on ne vote pas pour les sénateurs. Non? Et on ne vote pas non plus pour les communautés de communes, les agglomérations, les métropoles. Non, non plus, non. Et on ne vote pas non plus pour le conseil constitutionnel. Non. Mais donc, quand vous votez, Quand je vote. ça dure combien de temps? Ah, vous voulez dire au moment où je vote? Bah oui. Ah bah ça dure 5 minutes. 5 minutes? Ah oui, 5 minutes, ça dépend s'il y a du monde dans l'illusoire. Dans le quoi? Dans l'illusoire. Dans le bureau de vote. Donc, ce pouvoir de voter, là, dure 5 minutes, en gros, tous les 4, 5, 6 ans en moyenne, selon le type de scrutin. C'est bien ça? Oui, 5 ou 10 minutes, ça dépend s'il y a la queue. Bien. Monsieur Dubuffet, levez-vous, s'il vous plaît. Je vous propose qu'on fasse une petite reconstitution, un petit jeu de rôle. Ça va vous plaire? Hein? Alors, regardez. 4 piles de bulletins. Madame W, Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z. On va prendre l'enveloppe du docteur Manin. Voilà. Et vous avez un illusoire, là. Regardez. Voilà. Et puis, je vous chronomètre. Allez-y. Choisissez bien. J'espère que vous n'avez pas oublié votre carte d'électeur. Merci. Alors, Monsieur Jean Dubuffet, ET, oui. Numéro 44 556. Oui. Allez-y, vous pouvez voter. Allez-y. N'a plus de pouvoir. Comment ça n'a plus de pouvoir? C'est à voter qu'il faut dire. Ah pardon, à voter. 1 minute, 12 secondes, 55 centièmes. Encore battu. Monsieur Dubuffet, Oui. Restez par ici, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez déjà pris du recul sur cet acte? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vous avez mis cette enveloppe dans cette urne, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit de si surnaturel que ça? Bah, rien de surnaturel, j'ai voté pour mon candidat. Ah d'accord. Et j'espère avoir choisi le bon cheval. Vous lui avez donné votre pouvoir. Ah oui, je lui ai délégué mon pouvoir et je veux qu'il gagne. C'est comme un match. Asseyez-vous. Monsieur Dubuffet, est-ce que vous avez déjà réfléchi qu'au moment où vous mettez cette enveloppe dans cette urne,
Hein? Vous êtes en train de dire à ce cheval, comme vous dites, entre parenthèses, imposé totalement par une écurie. Hein? Vous êtes en train de lui dire, moi, monsieur Jean Dubuffet, numéro 44556, j'abandonne la totalité de mon pouvoir politique, je le perds, je n'en ai plus, et je le mets entièrement entre tes mains, à toi, hein, et en plus cerise sur le gâteau, je te fais confiance. Hein? Monsieur Dubuffet, à ce moment-là, vous perdez la totalité de votre pouvoir politique. Ça, j'y avais pas pensé, docteur. En tout cas, j'y avais pas pensé comme ça. C'est vrai que je lui donne tout mon pouvoir. J'y avais pas réfléchi. Non, c'est important hein, de réfléchir. Il y a 1 minute, monsieur Dubuffet, nous avons évoqué votre impuissance politique. Donc, premier élément, par cet acte de l'élection, vous la créez vous-même, cette impuissance. Hein? Et vous désignez ce qu'on appelle des représentants. Oui. C'est ça? Oui, oui. Des personnes qui auront le pouvoir à votre place. Oui. D'accord. Des personnes qui agiront à votre place. Oui. Oui. Des personnes qui vont parler à votre place. Oui, oui. Des personnes qui décideront à votre place. C'est ça? Oui. Des personnes qui voteront à votre place, qui délibéreront à votre place, qui débattront à votre place. Oui. D'accord. Des personnes qui récompenseront, qui puniront à votre place, qui jugeront à votre place, qui décideront à votre place. Oui. Oui. Qui arbitreront à votre Oui. place, qui vivront à votre place, Oui. qui auront des opinions à votre place. Oui, docteur, oui. Vous en avez conscience, là, maintenant? Oui. Ah! C'est pour ça qu'on dit qu'on est en démocratie représentative. Gouvernement. Gouvernement représentatif, monsieur Dubuffet. Démocratie représentative. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Vous savez ce que c'est démocratie représentative, monsieur Dubuffet? C'est un oxymore fallacieux. Un oxy quoi? Un oxymore, démocratie représentative. Les deux mots sont en totale opposition dans cette expression. Ils s'annulent l'un l'autre. Hein? Mais nous y reviendrons. Retenez seulement qu'il convient de parler pour notre régime de gouvernement représentatif ou d'oligarchie. C'est les deux dénominations principales du régime actuel. Ah, alors pour vous, la démocratie, c'est le gouvernement représentatif ou l'oligo, l'oligois? Non, 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 je n'appelle pas la démocratie ainsi. Ce sont deux choses totalement différentes. Comment vous dire? Monsieur Dubuffet, nous ne sommes pas en démocratie. Ah bon? Non? Nous ne sommes pas en démocratie? Non. Ah alors, vous le saviez, vous? Oui. Je comprends plus rien, là. Docteur, je suis dans le potage. Oui, oui, vous êtes dans le potage. Oui. Je veux bien l'admettre, je veux bien le comprendre. Mais passez-moi l'expression, monsieur Dubuffet, mais c'est qu'il y a une couille dans le potage. Ah. Je vais essayer de vous expliquer. Depuis la nuit des temps, depuis le début de l'histoire des hommes, les hommes discutent de 3 régimes principaux. Hein. Premièrement, la monarchie. Ah bah oui, la monarchie, les rois, Charlemagne, Louis XIV, Ravaillac. Oui, voilà, le pouvoir d'un seul. Hein. Ensuite, la démocratie, qui vient du grec démos, kratos, démos le peuple, kratos le pouvoir. Il s'agit d'un régime politique où il y a l'égalité des droits politiques entre tous les citoyens, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oh, la souveraineté du peuple. Voilà, mais entre les deux, monsieur Dubuffet, il y a un 3e régime dont nous n'entendons pratiquement plus parler là depuis 2 siècles, qui est pourtant aussi important que les 2 autres, et qui s'appelle l'oligarchie. L'oligarchie? L'oligarchie. L'aristocratie. Ah, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira. Les eurocrates, on les pendra. Ah, ça fait du bien, docteur. Oh là là. Ah, je commence à ressentir les premiers bienfaits de la cure. Hein. Bah oui, les aristocrates, c'est les riches. Les aristocrates, ça vient du grec aristos, le meilleur. Vous voulez me parler, vous faites référence au pouvoir des meilleurs d'entre nous. Le pouvoir des meilleurs. Mais j'ai employé un autre mot, monsieur Dubuffet. J'ai employé le mot oligarchie, qui vient du grec oligos, peu nombreux. Peu nombreux. C'est quand le pouvoir politique est détenu par une toute petite fraction de la population. Comme maintenant? Mais alors l'élection, elle est... L'élection n'est pas démocratique un seul instant, elle ne l'a jamais été, elle est aristocratique par nature et par définition, et elle conduit inévitablement à une oligarchie.
Quand vous votez, monsieur Dubuffet, vous déléguez bien votre pouvoir à quelques personnes, à un petit nombre. Quand vous avez voté tout à l'heure, est-ce que vous avez choisi le pire à vos yeux? Ah bah non, j'ai choisi le meilleur. Bien. Je voulais vous demander si par hasard il n'y en avait eu aucun qui avait trouvé grâce à vos yeux, vous les auriez tous renvoyés à leur potager si vous aviez pu. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ah bah à ce moment-là, j'aurais voté blanc. Est-ce que le vote blanc est pris en compte? Ah non, le vote blanc, il n'est pas exprimé. C'est un petit peu comme si vous écriviez sur un bulletin Frégide Barjot. Ouais. Ou le nom de mon chien. Hein. Il s'appelle comment votre chien? Il s'appelle Socrate. Ah bah non, ça vaut rien du tout. Ah non, 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 non. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vote jamais blanc. Hein, je vote pour le moins pire. Enfin, le meilleur des moins pires. Je vote utile. Le meilleur des moins pires, le meilleur Aristos. Vous votez donc bien pour un aristocrate. Non, aristocrate. Non, non, ils disent tous qu'ils sont démocrates. Et vous les croyez? Bah, je leur fais confiance. Confiance. Oui, et puis si j'ai le temps, je lis les programmes, ce qu'il y a de plus intéressant. Puis je suis bien obligé de leur faire confiance. Confiance. Attendez, monsieur Dubuffet, la confiance? La confiance ou l'inverse? La méfiance? La confiance. D'ailleurs, ils le disent tous après l'élection. Merci de nous avoir accordé votre confiance. Et si cette confiance est trahie? Comment ça trahit? Si vous n'êtes pas content, au bout d'un an par exemple, comme tout à l'heure, Ah ben, c'est sûr, je suis pas content. est-ce que vous pouvez récupérer le pouvoir que vous avez perdu lors de l'élection? Ah non, je peux pas le récupérer puisqu'il est élu pour 5 ans. Vous êtes marrant. Il est marrant, lui. Mais, monsieur Dubuffet, aucune procédure de contrôle n'est envisagée, n'est organisée. Le contrôle? Bah non, je contrôle rien. On contrôle rien du tout. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont même très tranquilles, hein. Chèque en blanc. Et vous? Quoi, moi? Vous êtes contrôlé? Ah bah oui, nous, on est contrôlés, surveillés, manipulés, écoutés, fichés. Mais les élus, niet, hein. Pas de balle. Vous ne les contrôlez pas? D'accord, mais est-ce que, au moins, enfin, vous avez la possibilité de demander leur révocation? Leur révocation? Vous voulez dire les renvoyer? Ben oui. Ah bah non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Ils viennent de quelle planète? Bien, alors bon, vous ne pouvez pas les demander leur révocation, mais alors est-ce que au moins ces élus, à la fin de leur mandat, hein, est-ce qu'ils doivent vous rendre des comptes, hein? Est-ce qu'il y a une reddition de comptes? L'édition de comptes, des comptes, quels comptes? Les emprunts toxiques? Oui, les comptes financiers, oui, et moraux, les comptes moraux, les engagements ont-ils été tenus, un bilan, quoi. Ah bah, en général, il y a une auto-évaluation. Et le bilan Oui. le bilan est globalement Oui. très positif. Bon, alors une dernière chose. Les sanctionner? Oui. Ah non, non, c'est pas possible. C'est impossible. Non, non, on ne peut pas les sanctionner. Non, la seule chose qu'on peut faire, à la limite, Oui. c'est de ne pas les réélire. De ne pas les réélire. Ne pas les réélire. Ne pas les réélire. Vous trouvez ça sévère par rapport à tout ce que vous rencontrez comme injustice et autres déboires? Non, et puis de toute manière, ils sont souvent réélus. Bon. Bah écoutez, hein, la seule chose qu'on va pouvoir dire, je crois, c'est que dans tout ce malheur, au moins vous ne les récompensez pas non plus. Hein. Les récompenses? Ils s'y distribuent entre eux, les récompenses. Les médailles, les légions d'honneur, ils ont tous la rosette. Ils sont en campagne électorale permanente. Ils sont tous les jours dans le journal ou à la télé. Et les réserves parlementaires? Vous connaissez les réserves parlementaires? Avec leurs réserves parlementaires, les députés et les sénateurs, ils peuvent arroser qui ils veulent pour assurer leur réélection. C'est du clientélisme, c'est des notables, et puis c'est tout, des professionnels de la politique. Et nous, on l'a dans le baba. Et on aime ça. Bien, je vois que vous êtes quand même un petit peu informé, et ça me rassure. Ah oui, je suis informé, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut rien faire.
Mais vous êtes là pour ça, hein? Vous êtes là pour tenter de remettre un petit peu les mots à l'endroit, d'appeler un chat si vous préférez. Vous êtes là pour essayer de comprendre qu'on n'est pas du tout en démocratie, comprendre ce qu'est, ce que pourrait être une véritable démocratie, et puis se demander comment on pourrait faire pour être en véritable démocratie. Non, mais alors c'est quoi la vraie démocratie? Bien. Monsieur Dubuffet, avant de vous expliquer ce qu'est une vraie démocratie, est-ce que vous avez d'abord bien compris, mais alors bien compris, hein, que ça n'a rien à voir avec un régime représentatif? Oui, je crois que j'ai compris. Oui. Bon. Pour s'en convaincre définitivement, monsieur Dubuffet, j'ai pour vous une citation d'un certain Jean-Jacques Rousseau. Vous le connaissez? Rousseau? Bien sûr, Rousseau, l'herboriste, le joueur d'épinette, celui qui a écrit l'Héloïse. La nouvelle, Héloïse? Oui, la nouvelle Héloïse, les confessions du promeneur solitaire. Rousseau s'est aussi beaucoup exprimé sur les gouvernements, vous savez. Ah bon? Et dans le contrat social, il a dit ceci: à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. À l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Il n'est plus libre, il n'est plus. Il a dit ça, Rousseau? C'est couillu. Bien, ensuite, monsieur Dubuffet, je voulais absolument vous lire un propos d'un des pères fondateurs du régime politique actuel au lendemain de la Révolution française, en septembre 1789, l'abbé Sieyès. Écoutez bien. Un curé. L'abbé Sieyès, oui. Les citoyens qui nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Que par ses représentants. Rousseau, de nouveau, l'idée des représentants est récente. Dans les anciennes républiques, jamais le peuple n'eut des représentants. On ne connaissait pas ce mot-là. Représentants, on ne connaissait pas ce mot-là. Et Voltaire? Voltaire? Oui, Voltaire, le philosophe de la lumière. J'en ai une de Voltaire pour vous. Écoutez bien. Voltaire. Un pays bien organisé, c'est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourrit par lui et le gouverne. Où le petit nombre fait travailler le grand nombre. Voltaire. C'est pas la même bière. Hein. Il n'est pas si candide que ça, ce Voltaire. Bien. Vous m'avez demandé ce qu'est une vraie démocratie. Vous savez maintenant que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des représentants. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça, monsieur Dubuffet. Une démocratie, c'est quand le pouvoir est détenu par les pauvres. Par les pauvres? Non, non, ça c'est pas possible. Les pauvres ne peuvent pas avoir le pouvoir, c'est impossible. C'est pas dans l'ordre naturel des choses. C'est pourtant déjà arrivé dans l'histoire. C'est même à ce moment-là que le mot de démocratie fut inventé, par des riches, qui méprisaient justement ce renversement naturel, ce renversement de l'ordre naturel des choses, comme vous dites. Hein. Et le mot de démocratie était donc employé dans leur bouche de façon négative. De façon négative, la démocratie. Et oui, le fait que le gouvernement puisse être réalisé par la masse des gens ordinaires, par les petites gens, comme on dit, cela déplaisait aux riches, qui voulaient eux d'un gouvernement oligarchique. Et donc, ils rétorquaient à tous ceux qui voulaient donner le pouvoir au peuple, non mais vous rigolez, on va quand même pas faire une démocratie. Hein? Vous vous souvenez de la phrase de l'abbé Sieyès il y a un instant? Donc, M. Dubuffet, juste après la Révolution française en 1789, le terme de démocratie était employé comme dans l'Antiquité chez Platon, de façon ouvertement péjorative, et donc de façon totalement opposée à un régime représentatif, comme nous l'avons vu. Mais alors c'est exactement l'inverse aujourd'hui. Alors pourquoi les riches nous disent que nous sommes en démocratie, alors que c'est eux qui ont le pouvoir? Et pourquoi ils nous parlent de démocratie représentative, alors que c'est un oxy... alors que ça ne veut rien dire? J'ai pour vous maintenant une phrase d'un certain Aldous Huxley, dans son livre Le meilleur des mondes. Vous connaissez? Vous l'avez lu? Le meilleur des mondes, en tout cas, c'est pas le nôtre. Hein. Mais le livre, vous l'avez lu? Non, j'ai pas lu. Écoutez, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement et à Facebook,
Les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Consommation, divertissement, du pain, des jeux et des réseaux sociaux. En latin, panem et circenses. Et fas librum, et twitum, et logum, et internetum. Ah, c'est pour ça qu'ils disent qu'on est en démocratie, c'est pour qu'on reste bien tranquille dans notre cauchemar climatisé. C'est ça. Mais alors, comment cette inversion de sens s'est-elle produite? Ça s'est fait insidieusement, hein, tout au long des 2 derniers siècles. Puis progressivement ensuite. Hein. Les possédants, hein, c'est du buffet, Les possédants? Possédants. Les riches, les ultra-riches, ceux qui possèdent beaucoup de biens, les grands propriétaires terriens, ceux qui ont beaucoup de choses à protéger. Hein, les possédants ont peu à peu compris l'intérêt de ce jeu de dupes. Et surtout, ils ont compris quoi? Ils ont compris sa facilité de mise en œuvre, pour le moins déconcertante. De façon insidieuse. Oui, alors, de façon insidieuse, mais on peut quand même repérer des zones de basculement un peu plus franches. Et je voulais vous parler de l'une d'entre elles, particulièrement révélatrice. Hein, ça se passe au lendemain de la Commune de Paris, en 1871. Le boucher de la Commune, Adolphe Thiers, était alors en campagne électorale. Et il est allé trouver les royalistes. Ah oui, ceux qui voulaient restaurer la monarchie. Voilà. Et pour tenter de s'allier avec eux, voici ce qu'il leur a dit. Mes amis, la République démocratique, elle est très supérieure à la monarchie pour le maintien de l'ordre. Sa force contraignante sur la multitude est beaucoup plus grande que celle d'un pouvoir monarchique. Dans une monarchie, en effet, c'est la volonté d'un seul qui mène tout. Et donc cette volonté unique, elle est vulnérable à une contestation de la liberté. Dans une république démocratique, le pouvoir est l'émanation de la volonté générale, laquelle, dans la réalité concrète, c'est celle de la majorité des citoyens. Plus d'insurrection, dès lors, qui puisse se faire théoriquement au nom de la liberté, puisque c'est la liberté elle-même, dans une démocratie, qui fait la loi et qui désigne le pouvoir. Une insurrection sous la République, c'est un attentat contre la République. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les royalistes? Ah ben, les royalistes, c'est des royalistes. Ils n'ont pas été immédiatement conquis, hein, mais ils ont répondu quelque chose dans le genre Thiers, monsieur Thiers, vous allez bien? Vous êtes sûr? C'est pas nous qui allons choisir le souverain, c'est la plèbe maintenant qui va le choisir. Vous êtes sûr là de votre technique et de vos vues? Alors Thiers a répondu, mes amis, il nous suffira juste de bien mener, chose très facile, le suffrage universel, pour disposer grâce à lui d'une puissance plénière de commandement. La voilà, la supériorité insigne, inégalable de la République démocratique sur la monarchie, quant à l'essentiel, qui est l'obéissance du grand nombre. Une République démocratique est donc infiniment mieux armée et plus efficace qu'une monarchie pour la protection des biens des possédants. Pour la protection des biens des possédants. Et on peut imaginer, monsieur Dubuffet, que Thiers a fait sien, s'est approprié cet autre propos de Jean-Jacques Rousseau. Encore Rousseau, mais c'est votre idole. Oui, un peu. Alors écoutez, jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. Dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Rien de plus aisé donc dans une république démocratique que de faire de l'État la propriété des propriétaires, et ce sont eux, par conséquent, qui feront les lois. Faire de l'État la propriété des propriétaires, ce sont eux qui feront les lois. Ah bah c'est clair. C'est les riches qui font la loi. Ça a un nom, ça. Ça s'appelle la plutocratie. La plutocratie. La plutocratie. Toujours concernant le suffrage universel, monsieur Dubuffet, je voulais vous parler d'un certain Alexis de Tocqueville, un libéral, qui, beaucoup plus tôt, lui, vers 1837, a dit ceci: « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. » Les gens voteront comme on leur dira. Ah, ça c'est bien vu. Ah, c'est pour ça qu'on dit élection piège à con. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas la télé pour nous en fumer. Bien, la voie est totalement libre maintenant pour étudier la vraie démocratie. Et ça nous amène, bien évidemment, au berceau de la démocratie, au moment où elle est née. Ça nous amène à la démocratie athénienne. Chez les Grecs?
Vous avez vu, les Grecs, ils ont même pas la télé, ils ont même plus la télé. Alors, la démocratie athénienne... Nous voici au cœur du sujet, avec la démocratie athénienne. Mais avez-vous observé à l'instant la réaction un peu hostile de mon patient à la simple évocation de cette période de l'histoire? Monsieur Dubuffet, qu'est-ce que vous savez de la démocratie athénienne? Pas grand-chose, je sais pas. C'est génial. Il ne sait rien, il ne sait pas, mais il n'aime pas. Qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Les structures éducatives et culturelles de ce pays se sont chargées par petites touches successives sur des années d'introduire dans l'esprit de mon patient des clichés plutôt négatifs sur cette période de l'histoire. On se souvient rarement de telle ou telle leçon d'école entendue vers 8 ou 9 ans, et on ne se souvient pas non plus de telle ou telle lecture du magazine Astrapi ou Okapi vers 11 ans. Mais les choses se sont bien logées quelque part, dans l'unité centrale, et pour longtemps. Alors, mesdames et messieurs, afin d'exorciser mon patient de ses souvenirs, de ses clichés négatifs, je vais tenter de faire remonter du néant ces souvenirs éducatifs par un processus d'hypnose, afin d'exorciser ces clichés négatifs. Et on doit absolument le faire parce que ces clichés négatifs sont bloquants. Bloquants pour étudier le plus important. Le plus important étant les techniques de démocratie directe. Hypnose. Numéro 45, janvier 1963, magazine Okapi, voyage dans l'Antiquité allongé sur le pré de la maison de Mamie. Juillet 64, sur l'ORTF, une émission qui s'intitule Le siècle de Périclès. Il est 21h55, 56, 57, 58. Vichy, classe de CM2, classe de Monsieur Mollard. Monsieur Mollard insiste. Il y avait des esclaves, Les femmes étaient exclues de la vie politique. Et surtout, mes enfants, il y avait des esclaves. Des esclaves. Oui, il y avait plein d'esclaves. Et puis alors, les femmes. Alors, il y avait des femmes. Non, les femmes étaient exclues de la vie politique. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas... Moulin, classe d'histoire, Madame Nérou, la prof d'histoire, raconte la démocratie athénienne. Il y avait des esclaves. J'aime lire, page 14, spéciale Antiquité. Les Athéniens, ils ont tué Socrate, le chien du docteur. Ils ont tué Socrate, le plus grand philosophe de tous les temps. Ils ont tué Socrate. Pauvre bête. Les Athéniens ont inventé la démocratie. Oui, les magistrats étaient tirés au sort. Le peuple gouvernait directement la cité, mais ça fonctionnait bien à cette petite échelle. Mais ce serait impossible aujourd'hui, à cause de la taille des villes et du nombre d'individus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on me l'a appris. La cité athénienne, parce qu'elle fut une véritable démocratie, a réussi pendant près de 2 siècles à être la cité la plus stable, la plus puissante, la plus prospère, la plus paisible intérieurement, la plus riche au niveau culturel de tout le monde grec. Les techniques de démocratie directe qu'ils ont inventées, les Athéniens, et qu'ils ont merveilleusement utilisées pendant 2 siècles, sont très importantes. Elles sont très importantes pour nous, aujourd'hui, pour que les peuples asservis d'aujourd'hui reprennent le pouvoir sur de nombreuses tyrannies. Non, c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'il y avait des esclaves, parce que les femmes étaient exclues de la vie politique, parce qu'ils ont tué votre chien. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Parce qu'ils mélangeaient la religion et la politique, et parce qu'ils avaient bien un chef, Périclès, réélu 15 fois, et parce qu'ils étaient... Quoi? Oui. Parce qu'ils étaient racistes. Racistes? Les Athéniens de la Grèce antique étaient racistes? Oui, ils étaient racistes avec les métèques. Les métèques? Mais bien sûr. Moustaki!
Dubuffet, vous êtes chez le docteur Castoriadis. Vous êtes chez le docteur Castoriadis, hein? Vous êtes en pleine cure de désintoxication concernant la démocratie. Oh, docteur, j'ai fait un cauchemar. Monsieur Dubuffet, ça va? Vous venez de subir une séance d'hypnose, de l'hypnose, hein, afin de vous exorciser des clichés négatifs que l'on vous a inculqués bien malgré vous pendant l'enfance concernant la démocratie athénienne. Hein? Un cliché? Et quel cliché? La démocratie athénienne est surtout enseignée selon le schéma suivant. Ils avaient une véritable démocratie, une démocratie directe, mais ils avaient des esclaves, il y avait plein d'esclaves, des esclaves de partout, ils excluaient les femmes de la vie politique, ils ont tué, ils ont assassiné le plus grand philosophe de tous les temps, Socrate, ils mélangeaient la religion et la politique. Un enseignement sincère de la démocratie athénienne, selon moi, devrait correspondre exactement au schéma inverse. Il y avait des esclaves, bien. Il y en avait partout à l'époque. Ils excluaient les femmes de la vie politique, malheureusement. Ils ont condamné à mort ce cher Socrate dans des conditions bien particulières. Ils avaient une façon originale de mélanger la piété et la politique. Mais, derrière quoi on peut enseigner les techniques de démocratie directe. L'insistance qu'on rencontre partout, sur la condition des femmes et sur la condition des esclaves, n'a d'autre but que d'écarter le peuple de ce germe crucial, de ce germe passionnant de la démocratie athénienne. Le germe, quel germe? Le germe, c'est vrai que ça se passait il y a 2500 ans, quand même. Oui. Puis les Athéniens, c'est vrai qu'ils n'étaient pas universalistes, au sens où on l'entend, nous. Alors, il est absurde de parler de modèle, mais nous parlons de germe. Il y avait quand même bien des esclaves. Il n'y a pas d'esclaves aujourd'hui, monsieur Dubuffet? Il n'y a pas des esclaves modernes, hein? L'esclavage, malheureusement, c'est une constante de l'humanité. À cette époque-là, il y en avait partout. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? L'esclavage n'a pas été une condition nécessaire à la démocratie athénienne, contrairement à ce qu'on entend partout. Non. Et puis, si la démocratie athénienne avait duré plus longtemps, je pense que l'esclavage aurait fini par être aboli, puisqu'ils en débattaient. Les cyniques, les sophistes en débattaient déjà furieusement. Tout comme pour la condition des femmes, qui, elle, était mise en question au théâtre, dans les comédies d'Aristophane. Hein? Et puis, monsieur Dubuffet, ne faisons pas d'anachronisme. Hein? Anachronisme? Oui, vous ne reprochez pas aux Athéniens de la Grèce ancienne de ne pas prendre l'avion. Hein? Ah, ça, on ne peut pas leur reprocher. Je vous dis, c'était une toute autre culture. Hein. Donc qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, monsieur Dubuffet? On doit simplement s'en inspirer sur des domaines tels que l'autonomie, tels que la liberté, l'égalité et la fraternité. Avec la démocratie athénienne, monsieur Dubuffet, il faut juste avoir un peu de discernement. Discernement? Voilà, selon ce vieil adage, vous savez, qui consiste à savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Et dans le cas présent, je peux vous assurer qu'il y a surtout du bon grain. Ils ont bien injustement tué Socrate. Mon chien. Non, pas votre chien, le philosophe. Vous savez, de nombreux littérateurs ont comparé Socrate souvent à quelqu'un. À qui? À Jésus. Oui. Socrate, comme Jésus, était un type à part. Un type qui agaçait tout le monde, qui remettait en question trop de choses, de façon beaucoup trop dure pour les gens. En plus, à cette époque, la cité athénienne sortait à peine d'une guerre, la guerre du Péloponnèse, qui avait duré donc plus de 25 ans, une guerre qui avait provoqué la ruine de la cité sur tous les plans, et qui avait provoqué la chute du régime démocratique. Et les Athéniens, à ce moment-là, ils auraient cru comprendre que parmi les oligarques qui avaient provoqué la chute du régime, figuraient d'anciens élèves de Socrate. Hein? Mais à cette époque-là, je vous dis, ils étaient l'ombre d'eux-mêmes. Ils cherchaient des boucs émissaires partout, comme souvent quand ça va mal. Mais ce fameux Périclès, réélu 15 fois, finalement, quelle différence avec nos élus actuels? On va en parler dans un instant. À Athènes, l'élection n'était pas du tout la procédure centrale de désignation. Non, elle était réservée à des choses très peu nombreuses et très particulières. Hein. C'est au titre de stratège militaire que Périclès, effectivement, fut élu, puis réélu, mais chaque année. Les mandats électifs à Athènes étaient très très courts. Le pouvoir de Périclès n'avait strictement rien à voir avec celui du président de la République ou des autres élus d'aujourd'hui. Non, pourquoi? Les propositions de Périclès étaient soumises à l'Assemblée, semaine après semaine. Les idées opposées à celles de Périclès demeuraient sous les yeux des membres de l'Assemblée. Et l'Assemblée
pouvait, et elle le fit souvent, l'abandonner, lui et sa politique. Périclès n'était pas du tout le chef. La décision appartenait aux membres de l'Assemblée, elle n'appartenait pas à Périclès. Les membres de l'Assemblée, mais qui étaient membres de cette Assemblée? Ben, tous les citoyens présents, Les citoyens présents, mais qui étaient citoyens? tous les hommes libres, mais ça faisait du monde, Qui décidait? l'Assemblée. Oui, mais au final, en définitive, Mais l'Assemblée elle-même, c'est elle qui possède la souveraineté en vraie démocratie, monsieur Dubuffet. C'est l'Assemblée qui décide. Bien. Je vais maintenant vous expliquer, vous détailler tous les rouages d'une véritable démocratie. En voici le schéma. Monsieur Dubuffet, qu'est-ce que vous pensez, en règle générale, de la notion de pouvoir? ben, le pouvoir, il en faut bien un. C'est-à-dire? Il faut bien un pouvoir, sinon c'est l'anarchie. Et l'anarchie, c'est mal? L'anarchie, c'est la confusion, le désordre. Ah bon. Anarchie, anarchie, ça signifie l'absence de chef et de commandement. Ça signifie absolument pas la confusion et le désordre, comme vous dites. Hein? Si tant est qu'on veuille bien admettre qu'un autre ordre des choses est possible en dehors de celui qu'impose une autorité. Vous êtes anarchiste? Je voulais surtout remettre les choses à leur place. Je considère qu'il y a une force agissante en société et que la question est donc celle de sa répartition. Ah, il faut donc bien un pouvoir. C'est la seule idée qui vous vient face au plus grand problème de l'humanité? De l'humanité? Depuis toujours, les hommes s'affrontent à des tyrannies, sans relâche. Alors des hommes ont réfléchi, ont mis au point des règles, des lois, des idées, pour ne pas toujours recommencer les mêmes erreurs qui conduisent au pire. Des règles, la séparation des pouvoirs, tout ça? Oui, vous en avez d'autres? Monsieur Dubuffet, voici ce qui est pour moi la première loi concernant le pouvoir. Il ne faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Il ne faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Oui. Le philosophe Alain, il disait les choses comme ceci, lui. Le trait le plus visible dans un homme juste, c'est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout, les pires gouverneront. Mais alors, si je vous suis, dans le système actuel, ceux qui nous gouvernent, ce sont les plus... Allez-y, oui. les plus arrivistes. Les pires, oui. Mais alors, il ne faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le veulent. C'est possible, ça? C'est vrai qu'au premier abord, ça peut un peu résonner comme un mur infranchissable. Mais justement, c'est ça qui va être le socle d'institution qui va pousser les hommes à la vertu. Pousser les hommes à la vertu. Le système actuel, le gouvernement représentatif, met exactement au pouvoir ceux qui l'ont voulu. Donc, les plus vils d'entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous expliquer. Une démocratie, une vraie démocratie, c'est un régime politique où il y a l'égalité des droits politiques entre tous les citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen possède exactement la même parcelle de pouvoir politique que son voisin. Un homme, une voix. Il n'y a pas d'experts. Pas au niveau politique. La démocratie affirme précisément qu'il ne peut pas y avoir de science des affaires politiques, qu'on ne peut avoir qu'un ensemble d'opinions, souvent contradictoires, et c'est ça, monsieur Dubuffet, qui est la justification en faveur d'un pouvoir de décision qui est partagé. J'ai quand même du mal à admettre qu'il n'y a pas d'experts pour les affaires politiques, économiques, ou même pour creuser un tunnel. Mais les experts existent toujours. Je ne les assassine pas, là. Mais ce n'est pas eux qui prennent la décision politique. Si des experts peuvent indiquer les possibilités de creuser un tunnel ferroviaire sous les Alpes, et d'en préciser tous les détails de sa construction, la décision de creuser ou non un tel tunnel demeure, elle, authentiquement politique et radicalement hors du champ de compétences de ces experts. Et cet exemple peut être étendu à tous les sujets. J'ai une question, monsieur Dubuffet. Qui expertise les experts? Je crois que je commence à comprendre. Alors je continue. En plus de voter toutes les lois, chaque citoyen a la même possibilité que son voisin d'accéder à des charges politiques. Aristote disait que être citoyen, c'est forcément être tour à tour gouverné et gouvernant. La participation au pouvoir politique. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, le gouvernement représentatif détruit mécaniquement la participation et provoque une apathie politique généralisée. Vous venez d'évoquer les charges politiques. Hum. Il y a donc bien des élus, non? Pas vraiment, non. Non, en démocratie, le système de désignation centrale de personnes qui auront une fonction politique est Le tirage au sort? Mais vous plaisantez, vous êtes malade. D'ailleurs, c'est pas les rôles. Non, vous êtes le patient, je suis le docteur. Hein? Asseyez-vous. Allez. Monsieur Dubuffet, je comprends que ça puisse paraître choquant, hein, déroutant au premier abord. C'est normal. Depuis que vous êtes né, depuis votre plus tendre enfance, on vous rabâche à longueur de journée que élection égale démocratie, élection égale démocratie, élection égale démocratie. Forcément. Je suppose que vous n'aviez jamais entendu parler de cette bête-là concernant la chose politique. Ah non, jamais, non. Le tirage au sort, c'est bon pour la loterie, le loto, la tombola. Eh bien, c'est pourtant cette procédure qui va permettre de ne pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent et de se protéger de pratiquement toutes les passions et tous les vices. Le tirage au sort. Montesquieu, regardez bien, disait les choses comme ceci. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le choix, l'élection, est de celle de l'aristocratie. Le sort est une façon de faire qui n'afflige personne et qui laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Et si on tire au sort, on risque de mettre des affreux aux manettes. Des gens peut-être bien pires que nos élus actuels. J'en connais plein, moi, des types qui feraient n'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi. C'est étonnant. Ce système a pourtant très bien fonctionné pendant 2 siècles à Athènes et a fait la preuve de très nombreuses vertus. Ils tiraient au sort. Tous les jours. C'était central. C'était un pilier de la démocratie. Monsieur Dubuffet, c'est bizarre. Vous connaissez les assises? Oui. Eh bien, il n'y a pas aux assises des citoyens tirés au sort? Ah bon? Des citoyens tirés au sort qui peuvent envoyer 30 ans en prison des personnes? Alors, on tirerait au sort des citoyens pour faire ça, et on ne pourrait pas faire pareil pour la construction d'un gymnase ou de ronds-points? Ah non, pitié, pas de rond-point. Non, pour s'occuper des espaces verts? Non, ça peut pas marcher. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des fous dans la population, des incompétents en pagaille. Vous croyez que tout le monde est bon, avec tous ces petits dictateurs en puissance? Mais, monsieur Dubuffet, c'est précisément parce que je pense qu'il y a du bon et du mauvais chez chacun que je préfère un système qui va pousser les gens à la vertu plutôt qu'un système qui repose sur les qualités supposées d'un tel ou d'un tel. Non, ça peut pas marcher. Je comprends pas. Mais pourquoi? Mais l'erreur que vous commettez, monsieur Dubuffet, qui vous empêche de percevoir la vertu du tirage au sort, c'est quand vous avez dit tout à l'heure aux manettes. Ah oui, aux manettes, aux commandes, quoi. Mais je vous l'ai dit, en démocratie, on ne met personne aux manettes, puisque la souveraineté se situe au niveau de l'Assemblée populaire. Ah oui. Donc, les tirés au sort en démocratie, monsieur Dubuffet, n'ont rien à voir avec les élus d'aujourd'hui. Ce sont vraiment des serviteurs, cette fois, et pas des maîtres politiques comme aujourd'hui. Des serviteurs peut-être, mais quand même, ils peuvent être très incompétents ou même voleurs. Au début, les Athéniens, ils avaient les mêmes peurs que vous savez, hein, par rapport à cette idée. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à réfléchir. Et pour profiter des vertus démocratiques du tirage au sort, hein, ils ont mis au point d'autres institutions pour empêcher les abus. Ça nous amène à la 2e loi fondamentale sur le pouvoir. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Hein? Alain, lui disait les choses comme ça. Ce qui importe, ce n'est pas vraiment l'origine des pouvoirs, ce qui importe, c'est le contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants. Hein? Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avions mis en évidence que vous n'aviez aucun moyen de contrôle sur vos élus. Je me souviens. Ben, c'est pas du tout pareil en démocratie, concernant les tirés au sort. Hein? Bien. 3e loi fondamentale sur le pouvoir, bien connue. Le pouvoir corrompt toujours. Le pouvoir corrompt toujours. Ça, c'est bien vrai. Et qu'est-ce qu'on peut y faire?
On pourrait faire comme les Athéniens, par exemple, Monsieur Dubuffet, et mettre au point un principe tel que des mandats qui seraient courts et qui seraient non renouvelables. Un mandat court et non renouvelable. Pour que personne ne s'abîme dans l'exercice d'une responsabilité. Ça va nous amener ensuite à deux autres principes essentiels. Premièrement, la rotation des charges. Rotation des charges. Ça vous parle un peu? Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Et ensuite, l'amateurisme politique. Ah, l'amateurisme politique. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a que des professionnels de la politique, hein, qui cumulent les fonctions, les postes, les indemnités, les mandats. Et vous avez vu pour la loi sur le non-cumul des mandats, ils l'ont repoussé à 2017. À 2017, hein, malgré les promesses électorales. Ils voteront jamais une loi qui ira contre leurs privilèges. Ouais, c'est sûr. Autant demander à une dinde d'avancer la date du repas de Noël. Et ils s'accrochent, ils ne veulent pas partir. Hein. Oh, je me souviens du député, il s'appelait comment? Dupont. À l'époque, c'était le doyen de l'Assemblée. Il avait plus de 80 ans et on lui demandait ce qu'il ferait après son dernier mandat. Et vous savez ce qu'il a répondu? Je serai député toute ma vie et quand je serai mort, je serai sénateur. Et ils ont tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Hein. Ils connaissent les techniques pour le conserver. Alors, mesdames et messieurs, en démocratie, on fait autrement. En démocratie, on donne très peu de pouvoir, pas longtemps, et jamais 2 fois de suite. Hein. Comme ça, on se protège au maximum des phénomènes de corruption. Très peu de pouvoir, pas longtemps et jamais 2 fois de suite. Ah, c'est bien. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous faisiez confiance à vos élus. Oui, mais c'est parce que je n'avais pas vraiment le choix. Oui. Ben, Monsieur Dubuffet, en démocratie, c'est pas comme ça non plus. Il y a un autre rapport qui doit s'installer entre les citoyens et les magistrats tirés au sort. Les citoyens savent le risque qu'ils prennent en donnant un mandat, et ensuite, ils installent un rapport qui n'est pas la confiance, qui est la méfiance, la défiance, la vigilance, le contrôle et le jugement. Le jugement? Oui. Mais moi, on m'a toujours appris que c'était mal de juger. C'est mal de juger votre chat, votre grand-mère, votre frère, votre voisin. Oui, oui, il y a une idée intéressante là. Mais concernant des institutions politiques, concernant la justice, dans ces domaines-là, mais le jugement est requis, Monsieur Dubuffet. C'est même quand il n'est pas là que les choses se gâtent. Alain encore, ce cher Alain, il disait ça. Tout pouvoir est méchant dès qu'on le laisse faire, mais tout pouvoir est sage dès qu'il se sent jugé. Tout pouvoir est sage dès qu'ils se sont jugés. C'est pourquoi, Monsieur Dubuffet, donnez votre pouvoir. Et dans le cadre des institutions actuelles, donner tout votre pouvoir et faire confiance par-dessus le marché, c'est une bêtise incommensurable. Ça, Il c'est faut vrai. arrêter ça. Hein. C'est vrai, je m'en rends compte maintenant. C'est pas très prudent. Et non, c'est la pire des choses même. Bien. Monsieur Dubuffet, pour pousser vraiment les gens à être vertueux, en démocratie, beaucoup d'autres institutions existent. Hein? Lesquels? Les tirés au sort, les magistrats tirés au sort sont révocables à tout moment par les citoyens. Ah oui, je me souviens, vous m'aviez demandé tout à l'heure si on pouvait renvoyer nos élus. Oui. Et je vous ai demandé ensuite si vos élus devaient vous rendre des comptes. Eh bien, en démocratie, les citoyens tirés au sort, quand ils arrivent à la fin de leur mandat, qui est court, ils doivent rendre des comptes. Hein? C'est éprouvant, c'est long, ça se passe devant un tribunal du peuple, à l'issue duquel peut intervenir des punitions et des récompenses et des punitions. Ah bah, ça change, hein. Ça change avec aujourd'hui. Hein. Bien. Il y a beaucoup d'autres institutions, Monsieur Dubuffet, dont il nous faudrait parler, mais je pense qu'on les évoquera la prochaine fois, dans un prochain rendez-vous. On pourra se parler ensemble de cette bête-là, la docimasie. On pourra aborder ce sujet qui est délicat, hein, l'ostracisme, et en troisième, c'est très important, hein, l'iségoria. L'iségoria. L'iségoria, c'est la liberté d'expression, mais vraiment, cette fois. Hein, c'est le droit de parole pour tous, à tout moment et à tout propos. Hein. Ça se combine assez bien avec ce principe fort, la parésia. Parésia. Voilà, l'obligation morale de dire le fond de sa pensée. Hein. Ça se passe, voilà, l'iségoria, la parésia, ça va se passer où? Ça va se passer sur l'agora, hein, le lieu institutionnalisé des débats publics. Aujourd'hui, on a des magasins de vêtements. Hein.
On évoquera ensemble aussi la place très importante, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, une place même différente, accordée au théâtre dans le cadre des institutions démocratiques. Hein. Et puis enfin, la paideia, l'éducation en vue des affaires communes. L'éducation en vue des affaires communes. Oui, vous comprenez bien, Monsieur Dubuffet, que si on veut obtenir un tel fonctionnement démocratique, il nous faudrait former d'authentiques adultes, citoyens, responsables, hein, à l'inverse des enfants producteurs, consommateurs et électeurs d'aujourd'hui, totalement éloignés des affaires politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent totalement de la politique. Hein. Ils sont écœurés. Il y a des raisons. Ils sont de plus en plus individualistes. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu sans se soucier de... Sans se soucier de... Non. Sans se soucier... Vous l'avez oublié? Non, non. Ah si, bah si, vous l'avez Sans se oublié. soucier- Non, non, je l'ai sur le bout de la langue. Bah oui, non mais peut-être qu'il va venir, mais d'abord vous l'avez oublié. Non, ça va me venir sans se soucier de... Vous l'avez oublié. C'est Oui, bah alors j'attends. Sans se soucier de... Je vais vous aider. L'intérêt général, L'intérêt général, je le savais. le bien commun. Oui, le bien commun. Vous savez, le type de personnes que vous décrivez là, uniquement intéressés par leurs affaires privées, par leurs affaires personnelles, à Athènes, contrairement à aujourd'hui, ils étaient minoritaires. Et alors, les citoyens qui faisaient, eux, de la politique, ils avaient, à l'endroit de ces personnes, ils avaient un mot de mépris. Ils les appelaient les idiotesses. Les idiotesses? Ouais. C'est ce mot qu'a donné ensuite idiot. Ah, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la majorité de la population serait des idiotesses? Ça se soigne. Ça se soigne très bien. Mais alors, c'est le nom de De votre pathologie, oui. ma Vous me traitez d'idiot? Non, 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 je suis médecin, je traite les idiotesses. Mais, monsieur Dubuffet, vous n'êtes pas entièrement responsable de votre état, je tenais à vous le dire. Hein? C'est le système qui vous veut malade comme ça. Cet état de fait, là, est très profitable au capitalisme. À propos de capitalisme, vous savez qu'une vraie démocratie permet une désynchronisation totale du pouvoir économique et du pouvoir politique? La séparation de la sphère économique et de la sphère politique, c'est possible? Oui. Pourquoi ça ne le serait pas? Bien sûr que c'est possible. Mais tout est fait pour écarter les gens de la vie politique, en leur donnant du pain, des jeux, du Facebook. Hein. C'est une vieille affaire, ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué, monsieur Dubuffet, que chaque révolution correspond à la réapparition du peuple sur la scène politique, lequel se met à revendiquer son autonomie et ne veut plus être l'inverse de l'autonomie, hétéronome, comme aujourd'hui. Mais le peuple a pris souvent la fâcheuse habitude de redescendre de scène et de se faire avoir. Eh bien, il faut espérer qu'un jour, il comprenne qu'il ne doit plus jamais redescendre de scène s'il ne veut pas se faire berner par des voleurs de pouvoir. D'accord? Le peuple n'est pas bête, il est trompé. Bon, mais nous en reparlerons la prochaine fois, si vous le voulez bien, parce qu'il faut absolument, avant de se quitter, monsieur Dubuffet, qu'on parle de la Constitution. Hein? Docteur, là, je me sens mieux. Là. J'ai l'impression que vous avez éveillé quelque chose en moi. J'aimerais bien Bien. vous parler un peu plus de cette vraie démocratie. Là. Bien, vous referez un scanner hein, de votre, pour mesurer un grossissement éventuel de votre glande démocratique. Hein? Oui. Alors, je me sens mieux. C'est formidable. Docteur, vous auriez pas... Un verre d'eau. Non, le rouge, Ah, le Côte du Rhône. bien. Voilà. Docteur, c'est pas du Préfontaine. Non, Saint-Joseph, bio. Il y a quand même quelque chose qui me tracasse un peu, là. Ouais. Un peu bizarre. Quoi? Le tirage au sort, quand même un peu bizarre. Ça fait bizarre à beaucoup de monde la première fois. Hein? Et vous verrez, on s'habitue après. Ça devient vite une évidence souvent. Il y a quand même la question de la compétence, non? La compétence. Votre
trouvez vos élus compétents? Un peu, oui. Savez-vous combien de bombes atomiques ces élus soi-disant compétents ont fait péter dans l'atmosphère ou sous l'eau depuis l'année 1945? Non, combien? Plus de 2000. En fait, compétence, moi j'appelle ça de la folie furieuse. Hein? Combien de guerres? Combien de millions de milliards de dollars gaspillés en armes suréquipées, en drones, pendant que des milliards d'hommes crèvent de faim? Hein? Combien de scandales de corruption avérés? Combien de cas de collusion abjecte avec des riches, avec des dictateurs, pour faire élire les élus? Combien de trahisons du bien commun, monsieur Dubuffet? Combien de Wörth, de Bettencourt, de Bernard Tapie, de Guéant, de Jérôme Cahuzac? Est-ce que c'est de la compétence, ça, les Jérôme Cahuzac? Hein? Oui, bien sûr, mais alors quand même, un professeur qui serait élu, il est quand même plus compétent que... Non, il faut... Ça va peut-être pas être simple, monsieur Dubuffet, mais il faut essayer de vous sortir cette idée de la tête. Non, un professeur, un avocat, un vétérinaire, un médecin, un chirurgien capillaire, hein, n'est pas compétent au moment où il vient d'être élu. C'est son travail sur les dossiers qui va le rendre compétent. Hein, comme pourrait l'être un citoyen tiré au sort volontaire. Je pense même que ce citoyen volontaire sera même plus compétent. Pourquoi? L'humilité. L'humilité, c'est important. Il ne va pas se prendre pour je sais pas quoi. Il va écouter beaucoup plus les autres, prendre les avis de tout le monde. Vous savez, on ne sort pas ça d'un chapeau. Hein. Il y a eu de nombreux exemples par le passé d'assemblées de citoyens tirés au sort. Ces assemblées ont toutes montré une extraordinaire capacité à ne pas se laisser influencer par les lobbies. D'accord? L'honnêteté, l'absence de conflit d'intérêts, la transparence, ce sont des caractéristiques beaucoup plus importantes que pour le bien commun qu'une prétendue compétence. Hein? Et puis, franchement, un réalisme élémentaire, monsieur Dubuffet, conduit à constater que personne peut se vanter comme ça de maîtriser un savoir encyclopédique a priori. C'est... Oui, mais ce système, il peut fonctionner à une petite échelle. Athènes, c'était une cité, une ville moyenne, quoi. Pas un grand pays comme la France. C'est exactement le contraire. Le contraire? Mais oui. L'élection, monsieur Dubuffet, elle peut fonctionner à la rigueur, non, même pas ici, à la rigueur à très petite échelle, puisqu'elle demande à ce que les gens connaissent l'action et les personnes. Hein? Ça ne fonctionne pas à grande échelle. Vous savez ce que font vos élus tous les jours à Bruxelles et à Paris, vous? C'est le tirage au sort qui, lui, fonctionne à grande échelle, puisqu'il emporte avec lui, à tous les étages politiques, des systèmes de contrôle. Et puis le tirage au sort, c'est mathématique, c'est incorruptible. S'il y a des contrôles. Là où vous avez raison, en revanche, c'est qu'il nous faudrait absolument retrouver un fonctionnement en cité démocratique. Hein? Pour que chaque personne puisse pratiquer son pouvoir politique presque de façon quotidienne, hebdomadaire. Hein? C'est le principe de subsidiarité, la subsidiarité. Tout ce qu'on peut faire au local, on le fait. Hein? Et ça ne s'oppose pas avec un principe cher à certaines personnes, voire à beaucoup de monde, la nation. Non. Grâce à Pierre-Joseph Proudhon, avec son principe de la fédération, hein, et on peut facilement obtenir une nation composée d'une multitude de cités démocratiques. Et avec Internet. Internet, oui, on a Internet aujourd'hui, c'est peut-être utile. Bien, monsieur Dubuffet, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour être en vraie démocratie? Je sais pas, la révolution. Oui, peut-être, oui, mais avant. Avant la Révolution, il faudrait qu'on prenne tous contact, qu'on reprenne tous contact avec un texte crucial, hein, un texte dont on ne souligne pas assez l'importance à l'école et dans les médias, un texte censé nous protéger des abus de pouvoir. Hein. Monsieur Dubuffet, en début de séance, on a parlé de votre impuissance politique. Cette impuissance, elle est écrite quelque part. Où? Dans la Constitution française. Oh, mais si elle n'est pas bonne, la Constitution française, ben on n'a qu'à la changer. Bon, eh ben ça nous amène à notre conclusion, qui est, je vous le rappelle, de se demander, ben alors qui peut, mais qui doit écrire une nouvelle Constitution? Parce que, monsieur Dubuffet, actuellement, qui écrit la Constitution? Ben, ce sont les élus qui écrivent la Constitution, comme actuellement en Égypte ou en Tunisie. Avec quel résultat, hein, en Égypte et en Tunisie? Monsieur Dubuffet, nous sommes dans la situation sur la planète entière en ce moment où ce sont les hommes au pouvoir, ce sont les hommes de pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir.
Il y a conflit d'intérêts. Oui, ils sont juges et partis. Le pouvoir est confisqué par une minorité. Minorité, oui. Ils ont un intérêt personnel dans les règles qu'ils instituent. Il faut reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle et instituer notre puissance à nous, le peuple. Ce n'est pas les élus qui vont le faire. Non, ils n'écriront jamais des règles contre eux-mêmes. C'est à nous d'écrire le texte qu'ils doivent craindre. Il faut fixer les limites de chaque pouvoir sans exception. Il faut socialiser la finance et permettre l'initiative populaire. Par quelle méthode? On pourrait choisir, vous et moi, dans la population, des personnes que l'on juge honnêtes, sensées, désintéressées, capables de bon sens, sans se laisser imposer des candidats des partis. Et parmi ces valeureux seraient choisis les constituants, par tirage au sort, ceux qui seraient chargés de rédiger la Constitution. Attention, ceux qui écriront la Constitution n'écriront pas les règles pour eux-mêmes. Non, 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 non. Ils seront inéligibles aux règles qu'ils instituent. Et ensuite, ils retourneront dans le peuple. Et la Constitution sera soumise au peuple. Par référendum. Mais nous sommes dans une impasse actuellement avec le processus des élections. J'ai une idée. On pourrait choisir des citoyens valeureux, vertueux, dont l'unique programme serait d'instaurer la vraie démocratie partout, du local au national, en tirant au sort des assemblées constituantes. Parce que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et donc il nous faut une assemblée constituante, désintéressée, démocratique. Et donc tirée au sort. Monsieur Dubuffet, je confirme là que vous êtes vraiment en voie de guérison. Merci, docteur. Mais je vous propose qu'on se voit la semaine prochaine à la même heure. Oui, Ouais. d'accord. À propos, je vais vous dire pour le règlement, là, je suis passé à la banque tout à l'heure et distributeur. Moi aussi, je suis dans le même cas que vous, j'ai voulu retirer ce matin, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être comme à Chypre. Voilà. Et vous avez de la monnaie locale ou des bulles? Non, les bulles, non, monnaie locale non plus, mais j'ai pensé à... J'ai pensé Ah, vous êtes peintre, c'est vrai. à vous offrir... Merci. Merci, j'accepte. Très beau, merci. Je vais le regarder, je vais le mettre là, avec l'intérêt général. Au revoir, monsieur Dubuffet. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Monsieur Dubuffet. Oui. Oui. Vous pourrez essayer de penser, une proposition que je vous fais, d'essayer d'écrire des petits articles de constitution pour vous entraîner. Sur la banque, sur la dette? Oui, voilà, oui, si ça vous intéresse, sur n'importe quel sujet qui vous intéresse, pour le bien commun. Oui. Allez, au revoir. Au revoir, docteur. À la prochaine fois. Docteur. Oui. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de la masse immense des citoyens apathiques à éveiller? C'est peut-être la question la plus épineuse. Peut-être inoculer un virus, un truc à se passer entre nous, un gentil virus, un truc qu'on pourrait effectivement se faire circuler, un truc qui pourrait circuler comme des rhizomes sous la terre et puis qui germerait ensuite. C'est peut-être une méthode possible, si on est tous volontaires, si on veut un autre monde. Alors, ensuite, 16h30. Oui, monsieur Schneider. Ça défile. Une véritable épidémie. Non, une pandémie. Une pandémie.